le lymphome. C'est un mot qui peut faire un peu peur, hein. On parle d'un cancer de notre système de défense, le système immunitaire. Mais attention, tous les lymphomes sont loin de se ressembler. Il y a une division fondamentale, une vraie ligne de partage, celle entre le lymphome de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien. Alors dans cette analyse, on va justement décortiquer cette différence essentielle. C'est parti. Pour y voir bien clair, voici notre feuille de route. On va commencer par les bases, bien sûr. Qu'est-ce qu'un lymphome? Ensuite, on suivra le parcours du diagnostic de A à Z. Après ça, on plongera dans les deux grandes familles, Hodgkin puis non hodgkinien. On verra aussi comment les médecins cartographient la maladie et on finira sur une idée vraiment clé, l'importance du travail d'équipe. Allez, on attaque la première partie. Qu'est-ce qu'un lymphome? En 2 mots, un cancer du système immunitaire. Pour faire simple, un lymphome, c'est un cancer qui naît à partir de nos propres soldats immunitaires, les fameux lymphocytes B ou T. Et c'est ça qui est complètement paradoxal. Les cellules qui sont censées nous protéger se mettent à se multiplier de façon anarchique et se retournent contre nous. Alors, question classique, quelle est la différence avec la leucémie? En fait, c'est surtout une question de géographie. Imaginez que les ganglions lymphatiques sont des casernes. Eh bien, le lymphome, c'est un cancer qui commence à l'intérieur de ces casernes. La leucémie, c'est quand les cellules cancéreuses s'échappent, envahissent la moelle osseuse qui est l'usine de production et se déversent en masse dans le sang. Elles sont alors en circulation partout. Deuxième section, le parcours du diagnostic. Concrètement, comment on passe des premiers doutes à une certitude médicale? Souvent, tout commence par des signes d'alerte que le corps envoie. Le plus connu, c'est un ganglion qui gonfle, typiquement dans le cou ou sous le bras, et qui ne dégonfle pas. Mais il y a aussi des signes plus généraux, que les médecins appellent les signes B. Une fièvre qui dure, sans infection claire, des sueurs nocturnes, mais pas des petites, celles qui trempent vraiment les draps, ou encore une perte de poids, alors qu'on n'a rien changé à ses habitudes. Ce sont vraiment des indices à ne jamais ignorer. Le parcours du diagnostic, lui, est très rigoureux. Après une première évaluation clinique et des examens d'imagerie comme les scanners, on arrive à l'étape absolument cruciale, la biopsie. C'est le moment de vérité. On prélève un petit morceau de ganglion pour l'envoyer au labo. Et là, des médecins hyper spécialisés, les pathologistes, vont le passer au microscope. C'est leur œil expert qui va poser le diagnostic final et surtout identifier précisément l'ennemi. Troisième section, on s'intéresse maintenant au lymphome de Hodgkin. Plongeons dans cette première grande famille qui est définie par une cellule vraiment très particulière. Alors, pourquoi ce nom Hodgkin? Eh bien, ça vient du médecin Thomas Hodgkin qui a été le premier à décrire cette maladie en 1832. Depuis, la science a fait des pas de géant. On sait aujourd'hui que c'est un cancer des lymphocytes B et qu'il est souvent lié à un virus ultra répandu, le virus d'Epstein-Barr. Oui, c'est bien le même qui cause la mononucléose. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Pour faire la différence entre Hodgkin et non-Hodgkinien, tout, absolument tout, se joue sous le microscope. La clé du mystère, c'est la cellule. Et voici l'indice que les pathologistes traquent, comme des détectives. C'est une cellule à l'allure unique. Elle est grande et elle possède 2 noyaux qui se font face, comme une image dans un miroir. On l'appelle la cellule de Reed-Sternberg. C'est la signature, l'empreinte digitale du lymphome de Hodgkin. Si le pathologiste la trouve, le diagnostic tombe. C'est la preuve irréfutable. Mais attention, même dans la famille Hodgkin, il y a plusieurs branches. La forme la plus courante et de très loin, c'est la scléronodulaire. Elle représente presque 2/3 des cas. Et cette précision, ce n'est pas juste pour les spécialistes. Connaître le sous-type exact, ça peut vraiment orienter le choix du traitement le plus efficace. On passe maintenant de l'autre côté de la barrière, le lymphome non-hodgkinien. Et là, on change complètement d'échelle. Si Hodgkin est une maladie, le non-hodgkinien, c'est plutôt une immense famille de maladies. Le mot d'ordre ici, c'est la diversité. On parle de dizaines et dizaines de sous-types différents. Pour commencer à y voir clair dans ce grand groupe, on peut déjà le diviser en 2 lignées principales selon l'origine de la cellule. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans l'écrasante majorité des cas, à peu près 85%, le cancer vient d'un lymphocyte B. Les 15% qui restent proviennent des lymphocytes T. Alors, comment les médecins font pour s'y retrouver dans cette véritable jungle? C'est un vrai travail d'enquêteur. Ils vont analyser plusieurs indices, le type de cellule, B ou T bien sûr, mais aussi leur taille, petite ou grande, leur façon de s'organiser dans le ganglion. Et de plus en plus, on va chercher leur carte d'identité génétique, leurs anomalies bien spécifiques. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, Hodgkin, une cellule signature unique, la fameuse Reed-Sternberg, peu de variantes, toujours d'origine B, et c'est le moins fréquent des deux. De l'autre, le non-hodgkinien.
pas de cellule unique, une diversité énorme de sous-types, origine B ou T, et c'est beaucoup, beaucoup plus commun. C'est vraiment la différence entre une maladie bien définie et un vaste groupe de maladies distinctes. 5e partie. Malgré toutes leurs différences, ces maladies partagent quand même quelque chose. Un langage commun pour décrire leur étendue dans le corps. C'est une sorte de carte universelle du lymphome. Ce langage commun, il a un nom, la classification d'Ann Arbor. Son objectif est simple mais absolument vital. Faire en sorte qu'un médecin à Paris, à Tokyo ou à Buenos Aires parle exactement de la même chose quand il décrit l'avancée de la maladie. C'est la base pour pouvoir comparer les cas et décider des stratégies. Le système est super logique, il y a 4 stades. Et tout s'organise autour d'un point de repère anatomique clé, le diaphragme. C'est ce grand muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Alors, stade 1, une seule zone de ganglion est touchée. Stade 2, plusieurs zones mais toutes du même côté du diaphragme, soit en haut, soit en bas. Stade 3, la maladie a franchi la ligne, il y a des ganglions atteints des 2 côtés du diaphragme. Et enfin, le stade 4, le plus avancé, ça signifie que le lymphome a quitté le système lymphatique pour atteindre d'autres organes, comme le foie ou la moelle osseuse. On arrive maintenant à la conclusion, et c'est peut-être le message le plus important. Le lymphome est un puzzle, et c'est un puzzle bien trop complexe pour être résolu par un seul cerveau. C'est toujours un travail d'équipe. Une phrase issue de nos sources résume le défi à la perfection. Le diagnostic du lymphome reste difficile compte tenu de son hétérogénéité histologique. Oula, c'est un peu technique. Pour le dire plus simplement, ça veut dire que sous le microscope, le lymphome peut se déguiser, prendre une multitude de visages différents. Et cette immense variété rend le travail du pathologiste particulièrement ardu. Et c'est précisément pour ça que le bon diagnostic est un sport d'équipe. Il faut l'œil du pathologiste pour analyser les tissus, bien sûr, mais aussi l'expertise du médecin hématologue, qui est le spécialiste des cancers du sang. Et de plus en plus, on a besoin du savoir-faire du cytogénéticien, celui qui décode la génétique des cellules. Chacun apporte une pièce essentielle au puzzle. On termine donc avec une question qui nous projette vers l'avenir. Avec des dizaines de sous-types déjà connus et une science qui avance à une vitesse folle, notamment en génétique, à quoi ressemblera la carte des lymphomes dans 10 ou 20 ans? Une chose est sûre, ce domaine est en pleine ébullition, ce qui promet des diagnostics toujours plus fins et surtout des traitements de plus en plus personnalisés. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Merci de l'avoir suivi.